Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et ce soir, la présidente de Femmes de Foot, Sabrina Keller, sera accompagnée de Pierre Ménès. On parlera bien sûr de foot, mais aussi de la maladie qui l'a touché, le syndrome de Nash. Gilles Bossens, responsable de l'autodrome du musée de l'Auto de Mulhouse, nous propose de rouler ce week-end en véhicule d'époque. Et Tanguy Flores, regardez, c'est l'actualité de Chap, ça sera un opéra tango à suivre. Juste avant cela, bien sûr, c'est le JT Anna Britz. Bonsoir à tous et au sommaire de ce JT. Les internationaux de tennis de Strasbourg accueilleront quelques-uns des plus grands noms du tennis féminin. Le tableau du tournoi qui débutera en mai a été dévoilé ce matin. Des moutons plutôt que des tondeuses ou du désherbant, cela s'appelle l'éco-pâturage et une expérimentation est actuellement menée par la SNCF aux abords de la voie ferrée à l'entrée de Strasbourg. Et puis nous vous emmènerons à la rencontre de Jade Fellman, originaire de Célestat. Elle poursuit sa carrière de danseuse hip-hop à Paris. Pauline Parmentier ou encore Sabrina Stosur dans 3 semaines. Ces grands noms du tennis féminin fouleront à nouveau la terre battue des internationaux de Strasbourg. Après le sacre de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova l'an dernier, est-ce qu'une Française remportera cette 33e édition ? Le plateau a en tout cas été dévoilé ce matin et on écoute tout de suite le directeur du tournoi au micro de Cécile Motz. C'est un bon mélange. On a une jeune fille comme Ashley Barty qui est 9e mondiale, qui est la joueuse un peu de l'année, qui vient de gagner l'Open de Miami et qui a qualifié l'Australie pour la finale de la Fed Cup, qui rencontrera les Françaises. Et puis derrière, il y a des joueuses un peu moins connues mais très fortes comme Qian Wang, la chinoise, qui est 15 ou 16e mondiale. Et puis des jeunes comme Kenin, l'américaine aussi, qui a 19 ou 20 ans, qui sont des filles en devenir. Moi, mon coup de cœur, il va aux Françaises, à l'ensemble des Françaises d'ailleurs, qui ont accepté de s'inscrire et de venir jouer en grand nombre aux internationaux de Strasbourg, puisqu'il y aura 4 joueuses de l'équipe de France de Fed Cup. Pas Kristina Mladenovic, mais Garcia, Parmentier, Alizé Cornet, Fiona Ferro seront présentes aux internationaux de Strasbourg. Donc oui, c'est bien de leur part et c'est bien pour un organisateur français d'avoir les joueuses françaises. Un tournoi que vous pourrez bien évidemment suivre sur Alsace 20 avec la retransmission de certains matchs et des émissions spéciales. Vous les avez peut-être aperçus en quittant l'autoroute à Strasbourg, place de Haguenau. Un troupeau de moutons a pris place près de la voie ferrée. Une expérimentation menée par la SNCF qui vise à trouver des alternatives au désherbage par pesticides. Ça s'appelle l'éco-pâturage. Camille Roland. Allez, va chercher. Va. Un troupeau de brebis et d'agneaux en train de paître aux abords de la voie ferrée. La scène est incongrue et pourtant elle pourrait bien se généraliser. Depuis une semaine, une quinzaine d'ovins de la race Solognote broutent paisiblement entre la départementale et les rails. Leur mission, nettoyer le terrain et manger une plante très invasive, la renouée du Japon. C'est une espèce qu'on essaye à habituer à manger la renouée du Japon. C'est pas une espèce qui broute beaucoup, mais on essaye à l'accoutumer à cette variété de plantes. C'est une race qui est calme, des petites bêtes calmes. C'est pour ça l'essentiel que j'ai pris cette race-là aujourd'hui. Si le cheptel s'est rapidement habitué au terrain, il nécessite une surveillance permanente. Vincent Lorberger est sur place quotidiennement, accompagné de son chien Malbec. En zone urbaine, le principal risque est le vol. Le berger travaille pour une entreprise experte en éco-pâturage, une technique qui permet de maintenir la biodiversité et diminuer l'impact environnemental. Quand on met des bêtes broutées sur un terrain, il y a le fumure qui va revenir, les déjections, l'herbe qui a été mangée, qui est rejetée, qui va venir en fumure, qui va rapporter de l'azote et des compléments pour la terre. C'est bon pour l'environnement parce qu'on évite les coupes mécaniques et les produits phytosanitaires. Les coupes mécaniques et produits chimiques sont habituellement utilisés par la SNCF pour l'entretien de la végétation. Une végétation qui peut entraîner des risques particuliers sur la voie ferrée et provoquer notamment des ralentissements de train.
Pour l'entretien des talus, en fait, pour la maîtrise du talus, il faut de la végétation, mais il n'en fait pas trop. S'il y a des grosses racines, on va détériorer en fait, le sol. S'il n'y a rien, le terrain est à nu et donc en cas de pluie, en fait, il y a un risque de glissement de terrain. La végétation aussi, il ne faut pas qu'elle soit trop présente, sinon elle crée un obstacle pour les gens qui doivent cheminer à proximité des voies et travailler. Et aujourd'hui, on cherche aussi à sortir de l'entretien chimique, de l'utilisation chimique. Donc voilà, l'éco-pâturage est une solution. Encore en phase de test, le dispositif rencontre encore quelques inconvénients, empêchant sa généralisation à l'ensemble du réseau ferroviaire. D'une part, la sécurisation du terrain, c'est-à-dire qu'il faut clôturer l'ensemble de la parcelle pour éviter qu'il y ait une divagation des animaux vers le ferroviaire d'une part, mais aussi vers les routes ou vers les riverains qui seraient à proximité. Le deuxième aujourd'hui, c'est le coût. On est un peu plus cher sur une expérimentation comme celle-ci pour faire l'entretien. Mais sur de l'extensif, c'est ce qu'on souhaiterait mettre en place davantage. C'est moins d'animaux, mais sur une durée plus longue, où il pourrait rester plusieurs mois en fait. Et du coup, ça éviterait de faire des opérations, de renouveler les opérations au cours d'année. Aujourd'hui, l'éco-pâturage intensif représente un coût. 1,50 € le mètre carré contre 40 centimes d'euros avec une machine. Tous les terrains ne s'y prêtent pas. Alors, la généralisation, ce n'est pas pour demain, mais en attendant, les animaux resteront encore 2 à 3 semaines sur le site pour nettoyer la parcelle de 5000 mètres carrés. Depuis plusieurs années, le Palais des Fêtes de Strasbourg fait l'objet d'importants travaux de rénovation. Après une première tranche achevée en 2015, la deuxième phase, qui a débuté en juillet dernier, porte sur la mise en sécurité des combles et la rénovation de la grande salle. Le point à mi-parcours avec Fanny Kunz. La voûte est déposée, tout comme la toiture. Du Palais des Fêtes, il ne reste pas grand-chose de reconnaissable, si ce n'est sa structure extérieure de style Art Nouveau. Pour la deuxième tranche des travaux, c'est la sécurité du bâtiment et son accessibilité qui sont revues. La grande salle est elle aussi en chantier. Ces derniers mois, des fresques d'origine de couleur beige mordoré ont été découvertes. Elles ont notamment inspiré les architectes pour le choix des futures teintes du palais. Le bâtiment vieux de 115 ans avait obtenu un avis défavorable de la ville pour continuer à accueillir du public. La raison, 3 minutes de tenue au feu pour l'ensemble de la structure. On a repris vraiment la structuration et l'architecture en fait de 1903 qui était existante et de la refaire en fait avec toutes les contraintes normatives et sécuritaires actuelles. Donc sécurité incendie, tout en respectant le patrimoine. Là, on a une stabilité globale du bâtiment d'une demi-heure. Qui est aussi dérogatoire, mais comme on a renforcé en fait toute la charpente, la structure, la voûte, finalement on aura une stabilité au feu qui sera bien plus importante. Les travaux nécessitent un financement de plus de 20 millions d'euros, dont 1 million pris en charge par la Direction régionale des affaires culturelles. Un investissement conséquent pour la ville de Strasbourg, mais jugé nécessaire pour cet édifice historique de la Neustadt. Il faut faire un travail sur la charpente, sur les structures. On l'a vu récemment avec Notre-Dame, il y a des enjeux de sécurité extrêmement importants. Mais c'est un investissement qui permet de faire revivre le passé, mais qui permet aussi à notre ville de se projeter vers l'avenir et de garder son statut de capitale européenne, mais aussi de capitale de la culture. Restaurer sans dénaturer, c'est toujours un défi. Faire vivre sans abîmer et sans muséifier, parce que c'est aussi le risque d'être dans un musée, de ne pas pouvoir avoir d'activité. Et c'est pour ça que l'on tient à cette réouverture avec un concert de musique classique. C'est la première fois depuis 40 ans que l'orchestre philharmonique de Strasbourg ne s'est pas produit dans cette salle pour des raisons notamment de normes. Une fois les travaux terminés, le Palais des Fêtes disposera de 1100 places et accueillera de la musique non amplifiée, essentiellement classique. La troisième phase du chantier devrait se terminer d'ici fin 2019. Réouverture du palais prévue le 31 janvier 2020. Et on vous emmène maintenant à la rencontre de Jade Fellman. Cette danseuse originaire de Sélestat a choisi Paris pour poursuivre sa carrière. Et c'est à la place, un centre culturel de hip-hop, que Nora Boirio l'a retrouvée. Jade Fellman y présentait son solo « Suis-je ».
s'accepter et s'émanciper du jugement de l'autre, une thématique au cœur du travail de l'Alsacienne Jade Fellman. Et c'est en dansant qu'elle exprime. Son spectacle solo Suis-je est né de son vécu et de son quotidien en tant que danseuse. J'étais face souvent à une solitude en fait, parce que je me suis dit, en fait, il n'y a pas grand monde qui est vraiment à l'écoute de ce que je peux dire et avoir envie de dire. Et donc du coup, c'est aussi cette nécessité qui a fait que j'ai eu envie d'être sur scène et de parler de ça. Bon, bien sûr, j'ai forcément des gens qui me soutiennent, je ne vais pas être tout le temps seule, mais c'est sûr que le combat, en tout cas, il est seul, ouais. Ici, sur la scène du Centre culturel du hip-hop La Place, à Paris, Jade Fellman invite le spectateur à l'introspection. Son solo est le travail depuis 2017 et depuis, elle l'a fait évoluer. Aujourd'hui, elle assume sa féminité dans ce milieu du hip-hop encore très masculin. Il y a vraiment ce regard qu'on peut poser sur moi, justement en tant que danseuse, en tant que femme. Voilà, donc du coup, forcément, le corps d'une femme, c'est pas le corps d'un homme, donc ça change tout de suite. Et ouais, il faut se confronter, il faut montrer qu'on est là. Et je trouve qu'il y a toujours des femmes, justement, qui vont se battre pour ça. Et je trouve que c'est vraiment un point important. S'exprimer par la danse, c'est le chemin que Jade Fellman a pris. Elle a pu présenter Suis-je à travers une dizaine de dates et espère qu'elle pourra aussi le danser un jour en Alsace, sa région natale. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. Un concert exceptionnel dans un lieu qui ne l'est pas moins. Aujourd'hui, se sont ouvertes les locations pour le concert de Nina Hagen en novembre prochain aux Dominicains de Guebwiller. Toujours aussi déjanté que dans les années 70 et 80, l'icône punk, qui n'a plus chanté en Alsace depuis plus de 10 ans, devrait vite faire le plein. D'autant que le prix des places reste raisonnable, 38 € en plein tarif, surtout comparé à d'autres rockstars. Clin d'œil des organisateurs qui précisent sur leur site qu'ils ne peuvent garantir ni l'horaire de début, ni celui de la fin de son spectacle. Voilà, ça reste une vraie punk, Anna. Merci beaucoup pour l'information. On accueille le plateau du soir. Tanguy Flores, venez nous rejoindre avec Sabrina Keller et son invité Pierre Ménès. Je vous en prie, Pierre. Et Gilles Bossens pour la Journée nationale des véhicules d'époque. Installez-vous, les camarades. On va parler de sport, on va parler d'une maladie qui vous a touché, Pierre Ménès. On va parler de belles voitures et de tango. Tanguy. On va faire de l'opéra tango. On va faire de l'opéra tango. Tout cela, c'est après la météo. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. 3 métiers rassemblés, un objectif partagé, gagnez votre sérénité. Pour nous connaître, synchro-imo.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble. Et en ce mercredi matin, eh bien, le soleil brillera. Alors il y aura quelques passages nuageux, mais rien de méchant. Les températures dans la matinée, elles seront douces. 10 degrés à Colmar, 11 degrés si vous êtes à Mulhouse, 12 degrés dans le Bas-Rhin ainsi qu'aux frontières rhénanes. L'après-midi, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Beaucoup de soleil, très peu de nuages et des valeurs dans l'après-midi qui atteindront 24 degrés notamment à Strasbourg, 22 dans le col de Saverne, 23 degrés partout ailleurs en Alsace et chez nos voisins allemands et suisses. Votre journée de jeudi, eh bien, elle se passera sous le soleil et les valeurs iront jusqu'à 24 degrés, notamment si vous êtes en Alsace. En ce mercredi, nous célébrons les fidèles. Le soleil se lèvera à 6h22 pour dire au revoir à 20h32. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Haguenau, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr. Et on parle de beaux véhicules d'époque, juste pour ouvrir un petit peu comme ça, pour s'aérer avec Gilles Bossens. Comment allez-vous, Gilles ? Ça va très bien. Vous êtes le responsable de l'autodrome de la Cité de l'Automobile. Grande manifestation dimanche. Journée nationale des véhicules d'époque. Qu'est-ce qu'on va y faire chez vous sur l'autodrome ? Alors, l'autodrome permet ce jour-là d'ouvrir ses portes gratuitement de la Cité de l'Auto pour pouvoir
accueillir les passionnés, les collectionneurs, les clubs ou les simples visiteurs pour découvrir le monde du véhicule. Si Pierre Ménès a envie d'essayer une belle voiture, une belle Bugatti, c'est possible. Ménès, il n'aime pas les vieilles voitures. Ah, il aime quoi? Pierre Ménès, il aime que le dernier cri. Ah, bon. Moi, il me faut toujours qu'il y ait le dernier GPS, le truc, sinon ça m'emmerde. Donc là, c'est râpé. Oh, ça peut s'installer dans une vieille voiture. Ouais, mais non. Non. Bon. Le but, évidemment, c'est de faire connaître le patrimoine automobile. On va faire un petit tour de ce circuit mythique. Regardez. Alors on va rappeler que la piste que vous découvrez, c'est une piste qui est intégrée au musée de l'auto en fait. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, ancienne piste d'athlétisme, c'est ce que vous disiez à Pierre Ménès. Et on vient de voir des Ferrari un petit peu plus récentes. Oui, bon, après, c'est vrai qu'on accepte aussi un peu des véhicules plus récents sur d'autres manifestations qui ont lieu dans l'année. Sur tous les véhicules que vous allez présenter, est-ce que vous savez qu'il y en a quelques-uns qui ont plus l'attention du public, où il y aura plus le coup de cœur des marques mythiques, Bugatti, Ferrari, où il y a des modèles méconnus qui attisent la convoitise? Non, pas spécialement. Après, il est vrai que Bugatti est quand même très lié au musée, vu que c'est la collection Schlumpf, la plus grande collection au monde de Bugatti, qui est rassemblée à travers ces murs. Mais est-ce que vous pouvez sortir toutes les voitures que vous voulez de cette collection pour faire plaisir aux gens? Malheureusement, non. Faut se battre avec donc on va passer un appel à la direction de la Cité de l'Auto. Si vous pouviez sortir les plus belles, ça arrangerait peut-être Gilles aussi. Hein. Comment ça se passe de sortir les voitures? Il faut évidemment qu'elles soient parfaitement restaurées, qu'elles tournent. Tout à fait, oui. Alors là, il y a un atelier qui est attenant au musée, où ils font les révisions, ils restaurent les véhicules également. Et n'importe qui peut conduire des vieilles voitures? Non, non. Il faut quand même avoir un aval du conservateur du musée. Et c'est ouvert, donc évidemment, les voitures du musée de la collection Schlumpf. Un petit mot sur cette collection exceptionnelle pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, hein. Venez la voir. C'est tout simplement. Bugatti Royale. Oui, Bugatti Royale, voilà. 2 Bugatti Royale, dont la Napoléon. Voilà, et Schlumpf avait une collection dont une grande partie avait été cachée, masquée dans des hangars avec des briques, et un jour on a mis la main sur ce trésor exceptionnel. Oui, effectivement, mais c'était quand même quelque chose que M. Fritz Schlumpf avait prévu, d'ouvrir un musée. Exactement, c'est un vrai passionné. Alors, tous les Voilà. engins de prestige, auto, moto, camions, camionnettes, véhicules militaires pourront circuler sur l'autodrome, c'est ce qui se passe. Comment est-ce qu'on entretient tout ce patrimoine? Comment ça se passe? C'est qui derrière en fait? Des passionnés essentiellement, et après, des bricoleurs. Mais il y a des restaurateurs qui font partie du musée? Oui, il y a des restaurateurs, il y a des bénévoles qui donnent un coup de main aux ateliers pour restaurer les véhicules. D'accord, et ça prend des mois, des années? Ça peut prendre des mois et des années. Et ça coûte bonbon? Oui, effectivement. On peut le dire. Beaucoup de paquets. Voilà, il y a une très belle Bugatti, je crois même que... Est-ce que c'est celle de Daniel Irion, qui est alsacien? Est-ce que c'est la numéro 0 ou la numéro 1? La numéro 1. C'est la numéro 1. On va découvrir cette belle Bugatti. Regardez, elle est tout à fait sublime. Bugatti venait à peine de réaliser cette voiture, qu'un Alsacien mettait la main sur cette voiture. Est-ce qu'elle sera accessible, disponible dimanche au musée de l'Auto? Alors elle est accessible, mais à l'intérieur du musée. Elle sera pas roulante? Non, sauf surprise. Ça me plaît, ça. Voilà. Dans quelques minutes, j'en ai une plus jolie de Bugatti. Dans quelques minutes, dans le chat, on voit vous la présenter. Ça sera la voiture pour Pierre. Ah ouais. Le summum. Encore plus récent, encore plus cher, encore plus beau. Voilà. Là, tu as acheté Ronaldo. Hein? C'est le cas, acheté Ronaldo. Ah non. Non, là, encore du high level là-dessus. Un seul exemplaire. Quand tu t'adresses, Pierre, à Tanguy Flores, là, c'est du super Ronaldo, ce que tu vas voir. C'est la voiture qu'a commandé Lionel. D'accord. Voilà. Mais elle n'a pas le GPS. Voilà. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, toutes ces voitures d'époque, lorsqu'on, dans quelques années, on sait qu'à Strasbourg, les voitures de livraison devront être électriques, en tout cas le diesel sera interdit. Dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qu'on fera de toutes ces voitures-là? Aujourd'hui, c'est difficile à prévoir. Ouais. Il y aura des voitures qui seront collectionnables, d'autres pas. C'est sûr et certain. Collectionnable, c'est toujours collectionnable, parce que ce sera utilisable sur la route, ça sera ça le problème.
L'avenir nous le dira. Rappelez-nous, Gilles, ça se passe ce dimanche, prix d'entrée, comment ça fonctionne? Alors, pour la journée nationale des véhicules d'époque, c'est gratuit sur l'autodrome. Il suffit de rentrer côté public, à pied, ou côté autodrome avec sa voiture. Et on vient et on peut rouler et on peut monter dans les belles voitures. Voilà. Et il y aura possibilité aussi de faire des baptêmes pour les visiteurs. On va pas se gêner, ça sera ce dimanche. Vous restez avec nous. Je vous présente pas Sabrina Keller, évidemment la présidente de Femmes de Foot, avec une belle surprise aujourd'hui. C'est parti. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de Foot. Et on peut le dire, Sabrina, ce soir, c'est une vraie Rolls que vous avez sur ce plateau. Ah ouais, c'est une vraie Rolls, Lionel. Ce soir, c'est un invité que la France du football connaît très très bien. Pour moi, il a un invité précieux et exceptionnel car il est l'un de mes premiers soutiens. Il m'a beaucoup encouragé. La Femme de Foot Ah ouais, pour la création de l'association. Avec la Femme de Foot. Donc Pierre Ménès, merci d'être là, bonsoir. On dit de vous que vous êtes le sniper de Canal+. Est-ce que c'est un mot qui vous convient ou c'est réducteur ou pas? Oui, c'est réducteur, mais j'en ai marre de me battre pour ça, donc j'accepte. Ouais. Parce qu'au fond, vous dites ce que vous pensez. C'est ça. Mais le problème, c'est que si je dis 10 trucs bien dans une émission et une vacherie, les gens retiendront la vacherie. C'est vache. Non, c'est comme ça. En même temps, il y a tellement de susboules à la télé que c'est sûr qu'un mec qui dit une vacherie, il sort de l'ordinaire. C'est un peu normal. Ouais. Alors, vous avez une vie bien remplie, journaliste très médiatisé, acteur, scénariste, ça on connaît moins cette partie de Pierre Ménès, un vrai personnage même dans votre physique. On le sait peut-être pas, mais vous avez pesé jusqu'à 165 kilos. Oui, c'est la tranche de l'obésité morbide, hein, c'est ce qu'on dit. Du temps de ma splendeur. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous retenez de cette période? Ce que je retiens, c'est que j'étais en meilleure forme à 165 kilos que je le suis aujourd'hui avec 40 kilos de moins. En revanche... Vous étiez en meilleure forme? Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'à 165 kilos, je joue au tennis. Aujourd'hui, je ne joue plus au tennis. Oui, mais parce qu'entre-temps, il y a aussi cet impact forcément sur votre santé. On vous décèle un foie et des reins malades. Vous souffrez du syndrome de Nash. C'est quoi ce syndrome? C'est la stéatose non alcoolique, ce qui fait que tu te retrouves avec un foie, avec une cirrhose du foie, comme un mec qui se met 3 bouteilles de whisky dans la gueule tous les jours. Sauf que aujourd'hui, cette maladie, elle vient de l'obésité, de l'inactivité, du diabète, du cholestérol, de l'hypertension et de l'âge. Et vous avez tout ça? Ah non, tu n'es pas obligé d'avoir le grand chelem. Ouais. Moi, j'avais un peu de diabète, pas plus que ça, l'obésité, bien sûr, l'inactivité, pas du tout. J'avais surtout l'âge. L'âge, j'étais vraiment... Je me rappelle qu'aujourd'hui, vous avez 56 ans, ça vous est arrivé vous allez avoir 56 ans. 56 ans le 29 en juin. Exactement. Pas encore. Non, mais c'est la descente aux enfers. On a vu quelques images de votre état. Vous n'aviez plus que quelques jours à vivre, parce que finalement, 3 jours. Ça vous a vachement fragilisé. C'était la déchéance. Hein. Vous étiez un légume. Oui, j'étais un légume, une épave. Je pouvais plus rien faire tout seul. La première rééducation, quand tu es greffé, c'est de te mettre au fauteuil, tu vois, pour que tes fonctions respiratoires se remettent. Il fallait un monte-charge pour me lever du lit, pour me mettre dans le fauteuil. Je pouvais même pas me lever. Après la greffe? Après la greffe. Si tu veux, les 2 derniers mois avant la greffe, je ne marchais plus. J'allais en dialyse en fauteuil roulant. J'étais couché toute la journée. D'ailleurs, c'était votre seul moment de joie? C'était les dialyses, en fait. C'était le seul moment où je sortais de chez moi. Je voyais un petit peu des voitures, des gens. Puis bon, j'étais au centre de dialyse de l'hôpital américain. Et les gens étaient adorables. J'ai été l'autre jour voir un ami malade. Je suis allé leur faire coucou. On s'est tous embrassés. C'était très, très émouvant, quoi. C'est des gens qui ont vraiment pris soin de moi pendant 4 mois. Pierre, pour l'avoir vu, n'avait plus de voix. Et quelques jours après la greffe, le 12 décembre 2016, vous vous faites greffer. C'est une renaissance. Ça a été assez incroyable. Visiblement pas quand vous êtes venu me voir à l'hôpital. Hein. J'étais pas au mieux. Ouais, on m'avait dit, tu vas voir, tout va changer. Ok, tout n'a pas changé. Tout est redevenu normal. J'ai retrouvé petit à petit ma voix, effectivement, que j'avais complètement perdue, ma joie de vivre, même mon côté un petit peu acerbe. Il y a un moment ça, vous l'avez vite retrouvé. Mais il y a quand même un moment où je me suis dit, je ne vais plus pouvoir faire l'émission, j'ai plus le punch, j'ai plus le mordant. C'est-à-dire que le mordant, l'humour, c'est la vie, en fait, qui nous donne envie d'être comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut...
il faut se sentir un peu en forme, se lever déjà. Quoi. Mais une chose que je ne comprends pas, après la greffe, on se dit c'est bon, tout va aller mieux. Vous, après la greffe, ça ne va pas mieux. Alors, il faut savoir que quand tu es greffé 2 fois, tu fais de l'œdème. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pris 22 kilos d'eau en 48 heures. Donc j'étais dans un état mais lamentable. Je suis resté 25 jours à l'hôpital. Honnêtement, les 18 premiers étaient terribles. En plus, je pleurais tout le temps. Je ne supportais plus d'être là parce qu'avant la greffe, j'avais déjà passé depuis le mois d'août 5 semaines à l'hôpital. C'est très dur pour quelqu'un qui est actif comme moi. Mais quand je me suis réveillé de ma greffe, j'ai dit au Toubib, je reprendrai l'émission dans 3 mois. Et les mecs m'ont dit, ouais. Mais c'était important de se le dire, en tout cas. Et j'ai repris l'émission au bout de 3 mois et demi. Et du coup, qu'est-ce qui a changé, Pierre, dans votre vie depuis ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été profondément... Vous êtes profondément marqué, mais qu'est-ce qui a changé? Le sentiment d'être un peu en sursis, peut-être. Le sentiment de faire du rab. Mon père est mort à 53 ans d'un cancer du foie. J'ai été greffé du foie à 53 ans. Je peux vous dire que pour ma mère, le parallèle a été un peu rude. Ouais, j'ai l'impression de faire du rab. En plus, j'ai énormément de chance. J'ai une femme exceptionnelle qui prend... On a vu Mélissa, les photos, on va la revoir encore. Mélissa qui a vraiment pris soin de Pierre. Elle a 24 ans de moins que moi, si tu veux. Quand j'ai été greffé, elle avait 29 ans. C'est un âge où tu sors, où tu vois tes copines. Elle a sacrifié sa vie à moi pendant 7 mois et ça, tu peux jamais l'oublier. Moi aussi, j'ai sacrifié un week-end à Prague pour aller le voir, je tiens à le dire. Donc oui, s'il c'est pouvait, vrai, mais j'ai pas oublié non plus. Vous êtes très engagé aussi pour le don d'organes, c'est important pour vous. Hein. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, la maladie dont j'ai été victime va toucher 30% des Français dans 10 ans. C'est-à-dire que 30% des Français ont un foie gras. Ça ne veut pas dire que ces 30% vont être obligés d'être greffés. Ça veut dire que 1% de ces gens-là devront être greffés. Ça fait 180 000 greffes de foie par an. C'est pas compliqué de comprendre qu'il n'y a pas 180 000 greffons en France. Malheureusement, il n'y a pas assez de morts sur les routes. Cette année, en 2018, les dons d'organes ont baissé, notamment parce qu'il y avait moins d'accidents de voiture. Alors que la loi a changé. Oui. Moi, je me souviens quand j'étais... Si on n'écrit pas, on ne veut pas être donneur, on est tous donneurs, c'est une excellente chose. Quand j'étais dans l'attente de greffe, on m'avait dit, attention, au week-end de la Toussaint, 1er novembre, en général, ça descend bien. Et là, tu te retrouves là, tu ne coupes plus jamais ton téléphone. Encore aujourd'hui, je ne coupe plus mon téléphone la nuit. Et tu te dis, mais là, j'attends la mort de quelqu'un pour revivre. Et c'est assez odieux comme sentiment. Vous pensez à cette personne? Non. Non, parce que même si je suis plein de gratitude pour sa famille et tout, je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Cette personne, elle est morte. Je n'y suis absolument pour rien. Elle n'est pas morte pour me faire plaisir. Et si je n'avais pas reçu son foie et son rein, je serais mort aussi. Donc on serait passé de 1 mort à 2 morts. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre la différence. Pierre Ménès, invité de 24 ans d'Alsace, vous restez, on va parler un peu de foot quand même et de vos passions. Ça sera à suivre, on marque une toute petite pause. Ça sera bien sûr avec mon camarade Tanguy Flores pour l'actu de Tchad. C'est après ça. Et retour sur le plateau de 24 ans en Alsace, Pierre Ménès, invité de Femmes de foot, invité aussi de la rédaction. Mais je vois, vous avez joué le jeu. Alors, non, je n'ai pas joué le jeu du tout, j'ai absolument pas eu le choix. Oui, c'est ça, elle vous a dit, voilà, tu le mets ou tu passes pas à la télé sur Alsace 20. C'est quasiment ça. Allez, on va parler un petit peu de sport, de vos passions. D'abord avec, je vais vous demander un petit commentaire, il y a eu le PSG Racing il y a une quinzaine de jours sur le score de 2-2, et Laurent Paganelli a mis le maillot du Racing au PSG, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Regardez. C'est Laurent Paganelli qui a le maillot de Vienne. Tu le mérites. Oh, j'ai le meilleur pied gauche que lui, moi. Ah ouais, ouais. Merci. Merci Matt, bravo. Bravo. Tu es journaliste, non? Il n'est pas content, Thomas. Tu célébrais avec Strasbourg ici avec un maillot? Ah oui, j'ai vu. Tu dis non, mais tu as fait ça, non? Thomas, on va parler du match. La prochaine fois, Thomas, est-ce que c'est... Ce ne va pas arriver la dernière fois. Vous êtes un peu énervé ce soir. D'habitude, vous êtes très souriant. Oui, votre collègue, il fait une célébration avec le maillot de Strasbourg. L'arbitre fait qu'est-ce qu'il veut, mais oui. L'arbitre fait ce qu'il veut en plus. Voilà, vous comprenez, il a fait une connerie de mettre le t-shirt du Racing, le maillot du Racing? Oui, bien sûr. Il n'aurait jamais fait ça à Marseille ou à Lyon.
C'est juste ça que je peux lui reprocher. J'aime beaucoup Paga, on sait que c'est un électron libre, qui fait tout ce qu'il veut. Quand les gens disent qu'on n'a pas le droit de faire ça quand on est journaliste, je rappelle qu'il n'est pas journaliste. Maintenant, je comprends la colère de Il est Marseillais. Il ne serait pas permis ça à Marseille, ce que vous jamais, dites. non. Tu imagines qu'il aille refaire ça à Marseille avec un maillot du PSG? D'ailleurs, il ne sort pas vivant du stade. La précision valait le détour. Après, je pense que Tourelle, il avait d'autres colères que ça qu'il avait envie d'exprimer, parce que là, à ce moment-là, il y avait tellement de blessés au PSG, il y en a d'ailleurs toujours tellement que le mec est au bout du rouleau, quoi. Je pense aussi. Allez, une autre petite anecdote, parce que vous avez fait, même si aujourd'hui, depuis la grève, c'est peut-être un peu plus compliqué, vous savez en tout cas très bien jongler. On va rappeler que Patrice Evra avait dit, tant que Pierre Ménès ne fera pas 8 jongles, je lui parlerai plus, et vous avez un jour... Non, il a dit que il a dit s'il fait 8 jongles, j'arrête ma carrière. Exactement, on va même le revoir, regardez. Après, il y a le... Comment il s'appelle c'est Ménez ou Ménès avec un S? Ouais, bon, bref. Lui, j'ai pas envie de lui donner de l'importance, mais j'espère un jour que je le croiserai. Parce que lui, je pense qu'il a parlé de ma famille, et on m'a dit un jour qu'il a dit, soi-disant, Evra serait prêt à vendre sa mère pour revenir en équipe de France. Donc lui, j'espère le croiser. Malouda l'a déjà croisé. Si les gens font bien attention, vous voyez bien qu'il ne parle plus de Malouda parce que Malouda l'a déjà chopé. Et moi, j'espère le choper. Parce que lui, le jour qu'il arrivera à faire 8 jongles, j'arrête ma carrière. Lui, le jour qu'il fait ça, j'arrête ma carrière. Le moment tant attendu est arrivé. Pierre Ménès va-t-il relever le défi proposé par Patrice Evra? Pierre, c'est à toi. C'est bon là, ça va? Ah, c'est drôle quand même. D'abord, vous n'avez pas fait... Au 10e, vous avez dit, attends, je vais pas finir ridicule. Là, vous avez balancé le ballon. Non, il m'avait dit 8, il m'aurait dit 20, je les aurais jamais fait, ce con. J'ai pas le sentiment qu'il a arrêté sa carrière après. Ah non, malheureusement pour le football, non. Après, ce qui est de rigolo, c'est que l'autre jour, j'étais à PSG Manchester, il m'a croisé 6 fois. 6 fois, il a regardé ses pompes. D'accord. Donc, à défaut... À défaut... C'est quoi? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une lopette. Voilà, c'est une lopette. Et avec Malouda Malouda, c'était la fermeture d'une boîte de nuit à Paris. Il était bourré, il est venu me voir et il s'est tellement mal comporté qu'il s'est fait virer par la sécurité de la boîte. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a, parfois on est menacé quand on est consultant. Il n'a même pas eu le temps de me menacer. Ok. Mais c'est parfois... parfois... Je suis assez grand pour... À l'époque en plus. Non, j'imagine peut-être plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si je prends un coup dans le foie, je suis pas bien. À l'époque. Parce que vous avez dit ce que vous pensez. Malouda Malouda, d'autres. Malouda, un jour, j'ai dit que pour qu'il ne joue pas en équipe de France, il fallait une crise d'hémorroïdes. Parce qu'il avait une crise d'hémorroïdes et c'est pour ça qu'il n'avait pas joué le premier match de la Coupe du Monde. Bah si, c'est vrai, il n'avait pas joué parce qu'il avait une crise d'hémorroïdes, c'était une information. C'est vrai, une information vérifiée. Voilà. Et Evra, qu'il ait rejoué en équipe de France après ce qu'il a fait en Afrique du Sud, c'est juste une honte. Et ce mec-là, il ferait mieux de se cacher. On revient, Sabrina, un petit peu sur le foot qu'on aime. Le foot qu'on aime, un mot quand même sur le Racing. Amour. J'aime encore plus ton mari de président que le club, parce que moi, j'ai rien à voir avec Strasbourg au niveau origine, mais Marc, je le connais depuis 30 ans, c'est mon meilleur ami depuis des années. J'ai connu Sabrina, ils n'étaient même pas ensemble. C'est bon, on va passer à une question. On a les photos Non, je confondais, il n'y avait pas de portable, c'est de dire que c'est pour aujourd'hui. Hein. Et voilà, et j'ai toujours été accueilli de façon fantastique ici. C'est une ville que j'aime, ce qui est très rare pour un vrai parigot comme moi. C'est un stade que j'aime, parce que moi j'aime bien les stades rectangulaires. C'est une équipe que j'aime, j'ai des joueurs que j'aime. Non, c'est... Amour. Je peux être estampillé supporter de Strasbourg par la France entière, j'en ai rien à foutre, c'est vrai. Je voudrais qu'on parle de Mulhouse. Ouais, je veux pas qu'on oublie Mulhouse parce que vous avez commencé là, ce FCM que vous avez tant aimé aussi. On va voir quelques photos. André Guerig, qui est le parrain de ma fille. Alors voilà, le président Guerig. Qui est mort d'une cirrhose du foie. Un petit mot sur lui, le parrain de votre fille. Vous l'avez aussi beaucoup aimé.
il avait plus de qualités que de défauts, et pourtant, qu'est-ce qu'il avait comme défaut? C'est-à-dire que quand il t'expliquait un truc, tu avais moins compris que quand tu posais la question. C'était très charismatique. Mais il avait un charisme et une bonté, une générosité invraisemblables. Je voudrais aussi qu'on évoque un autre homme que vous avez beaucoup aimé, Maxilde. Ouais, Max, ouais. Moi, je le verrais bien comme stopper. Tous les joueurs, tous les jeunes qui arrivaient disaient... Moi, je le ferais bien comme stopper. Eh ben, vous faites bien l'accent là-dessus en tout cas. Oui, c'était Maxilde. J'ai l'habitude. Et Ouais, Maxilde, c'était quelqu'un d'adorable, de très gentil et qui aimait beaucoup le football. Et Maxilde, il a repéré qui? Le jeune joueur Keller. Ouais, et Claude Fichot, et Peuget, Jean-Michel Peuget et tout. Mais bon, c'est sûr que c'est Marc. Un mot sur votre ami, Marc Keller, votre frère. Il nous l'a dit qu'il l'aime, c'est son pote. C'est quand même, alors là, Sabrina peut en témoigner, c'est difficile d'avoir des caractères plus opposés que Marc et moi. C'est le jour et la nuit, la glace et le feu. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'aime autant. Il y a une discrétion chez Marc. Voilà, il n'y a pas un mot de trop. Je le dis souvent, quand j'étais malade et qu'il appelait pour prendre de mes nouvelles, je sentais le désespoir dans sa voix. Je sentais qu'à chaque fois qu'il raccrochait, il était en train de se dire « mon copain il est en train de mourir ». Et ça, c'est les vrais potes. Et il y a plein d'émotions. On va faire une petite pause Chap pour l'actualité et on reviendra sur des passions un peu plus méconnues de notre invité Pierre Ménès. Avant cela, toute l'actu de Chap. Et je vous amène à l'Opéra National du Rhin, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, à partir du 26 avril jusqu'au 17 mai. Il y a de l'opéra tango. Sauf que Pierre a dit, c'est quoi Chap? Chap, c'est une application d'actualité régionale qui est née à Strasbourg et qui raconte l'actualité à travers les réseaux sociaux et une appli pour smartphone gratuite à télécharger sur Google et iOS. Opéra tango alors. Opéra tango, c'est génial. Ça a été créé en 1968. Ça raconte la vie de Maria de Buenos Aires. Et c'est en opéra tango, c'est-à-dire que vous prenez 16 danseurs de ballet et vous leur faites faire du tango sur un décor très minimaliste, c'est-à-dire rien. Et en fait, ils dansent sous la direction d'un scénographe argentin qui s'appelle Mathias. Et c'est assez bluffant quand même. J'ai tourné ça à Mulhouse. Les danseurs de ballet, c'est pas des danseurs de tango, on est d'accord. Exactement. Et le bonhomme, il leur fait faire du vrai tango sur la musique originale créée en 1968. Et c'est vraiment bluffant. J'ai tourné ça à la Filature de Mulhouse. La première, c'est le 26 avril, c'est jusqu'au 17 mai. Franchement, ne loupez pas ça, ça vaut le coup d'œil. C'est très frais, c'est jeune et c'est quand même vachement sexy. Regardez. C'est un spectacle qui m'a mené à la rencontre des danseurs de ballet, avec tout leur langage et tout leur code. Et moi, j'ai essayé d'apporter des images et des sensibilités du tango pour pouvoir trouver un langage autre, qui n'est pas non plus du tango, ce n'est pas de la danse contemporaine tout à fait, c'est quelque chose qui essaye de faire, autant comme la musique de Piazzolla, d'aller un peu au-delà de ça. C'est plutôt une périple poétique par les images plus fortes de Maria de Buenos Aires. Le tango, oui, le tango il peut être plein de choses. Il est vraiment une danse qui peut renvoyer à plusieurs univers. Ça qu'on va montrer nous, c'est la sensualité liée à l'intime. Le fait de se prendre dans les bras, le fait de se rencontrer et la difficulté de cette rencontre. La musique, c'est la version originale qui a fait Piazzolla dans l'année 69, seulement que ça prend une autre ampleur car ça va être joué en live et on a une équipe de musiciens qui a beaucoup travaillé autour de cette reprise et ça sera plutôt le rythme qui sera donné un peu par la danse et par certains silences qui va donner un air plus contemporain, on va dire. Et voilà, Pierre Ménès adore la culture sur Chap. Il préfère les bagnoles, je crois. Mais là, je pense qu'il peut sortir le chéquier après ce que vous allez lui montrer. Alors, on parlait de voitures avant. Et Gilles aussi, évidemment. À l'autodrome de Mulhouse, vous parliez Bugatti, voilà, etc., etc., etc. Est-ce que vous connaissez la voiture noire? Oui, bien sûr. Ah ouais, lui. Voilà. Et elle a été présentée à Genève, la voiture noire. Pierre, la voiture noire. Vu, ouais. Voiture noire, Bugatti, un seul exemplaire évidemment assemblé à Molsheim. Vous regardez un petit peu l'engin. Ça a été commandé par un collectionneur pour les 110 ans de Bugatti pour la modique somme de 11 millions d'euros. Je peux rajouter que c'est hors taxe.
Et Voilà. c'est un seul exemplaire. C'est un fou de Bugatti qui est allé voir Bugatti pour dire toc toc, je veux un truc spécial. Alors, vos options à 2 millions d'euros, j'en ai rien à taper. Votre toit en céramique, vous pouvez vous le garder, je veux un truc spécial. Et ils ont sorti la voiture noire qui est en hommage à une autre voiture mythique des années je ne sais plus combien, on s'en fout. Ça veut dire qu'il n'y en aura qu'une seule. Des années 20. 10, Ouais, c'est la Bugatti, une 57 SC Exactement. Atlantique. Tout à fait. Voilà. Et c'est voiture unique, la voiture noire, et elle est partie chez un collectionneur, je crois, en Asie. Et donc 11 millions d'euros, on ne peut pas faire mieux pour une voiture de série. Alors vous vouliez un dernier modèle super rapide. Si tu as du SAV à faire, tu es dans la merde. Hein. Ah là, faut pas changer un pneu, faut pas crever, je peux te dire. Il faut pas rayer là, genre C'est le ton salaire plus, hein. annuel. Hein. Voilà, c'est cette Bugatti, 11 millions d'euros hors taxe, ça fera un peu plus de 13 millions et demi. Voilà, il n'y en c'est aura ça. qu'une, mais évidemment. Ça dépend du pays où sont les taxes. C'est vrai, si c'est en Chine, c'est 700%. Voilà. C'est vrai, on peut le dire. Allez, merci beaucoup Tanguy. Il nous reste 2 petites minutes. Je crois que vous avez encore 2 photos, Sabrina Keller, pour Ouais. Pierre Ménès. Oui, parce qu'on connaît moins le Pierre Ménès fou d'art, avec notamment Rémi Planche, un de vos chouchous. Hein. On a quelques photos. Alors, vous le kiffez, lui. C'est un peintre nantais qui aujourd'hui doit avoir 25 ou 26 ans, qui a commencé sa carrière en peignant des barbus. Et il a un talent fou et il commence à être très coté. J'ai la chance d'avoir une toile de lui chez moi. J'ai aussi la chance d'avoir une toile de Romain Nguyen, qui est un autre peintre très coté. Et j'achète très souvent des tableaux aux grandes dames de mon épouse. Et là, j'en ai 2 à aller chercher, des petits là. C'est une vraie passion, là. Ouais. La D'ailleurs, peinture. je serai jury du premier. Il va y avoir les Césars de l'art à la salle Playel en décembre et je fais partie du jury. Autre photo, Et ça oui, c'est et plus... puis, on pourrait croire que votre idole est un footballeur, mais pas du tout. 30 secondes, Sabrina, pour une autre photo. C'est lui, c'est Federer. Vous êtes Ah une là. midinette devant Federer. Non. Je regarde tous ces matchs comme si c'était le dernier. Comme il a 38 ans, ça fait 5 ans que je regarde tous ces matchs comme si c'était le dernier. Et j'ai une chance inouïe de l'avoir encore avec moi, qu'il soit 3e mondial à 38 ans. C'est un génie absolu. Donc on peut être consultant sportif et midinette. Hein. On peut être fan. Que devant Federer. Que devant Federer, oui. Il n'y a pas un footballeur qui lui arrive à la cheville dans mon cœur, quoi. C'est quoi c'est la classe, c'est l'élégance, c'est l'intelligence. C'est ce tennis offensif, ce tennis finalement assez économe par rapport à celui de Djokovic ou de Nadal, il suffit de les voir jouer, de voir leur gestuelle pour voir que c'est quelque chose de beaucoup plus traumatisant sur le plan musculaire. Federer, dans sa carrière, il a été blessé une fois 6 mois au genou. Il n'a jamais rien eu à l'épaule, il n'a jamais rien eu il a eu des petits pépins au dos, mais voilà. Et puis il a gagné Melbourne contre Nadal 3 jours après ma sortie d'hôpital et les gens sur les réseaux avaient comparé ma résurrection à la sienne et je lui ai dit ça à Bercy. Alors là, c'était la première fois qu'on s'était vu, je l'ai revu là. Et il m'a dit j'espère que tu vas bien maintenant et tout parce que je suis un petit peu estampillé en Suisse, supporter numéro 1 de Federer. Donc, je réponds à beaucoup d'interviews en Suisse là-dessus. Allez, je vous propose de retrouver ce site internet sur le don d'organes. Oui. Pierre Ménès vous en a beaucoup parlé ce soir. C'était un plaisir, Pierre. Bonne santé, belle vie à vous. Je rappelle que si vous voulez essayer des belles voitures d'époque, ça va se passer, Gilles, chez vous, à la Cité de l'Auto. Merci Sabrina et Tanguy. Nous on repart dans l'actualité 6 minutes Eurométropole. Le magazine pour finir avec un spécial bilinguisme. Et moi je vous dis à demain 19h. Salut. Autrefois, nombre d'Alsaciens apprenaient le français en arrivant à l'école. Aujourd'hui, pour ces jeunes, c'est l'inverse. On parle français à la maison et alsacien dans la salle de classe. Nous sommes dans la classe des hirondelles de l'école Jean Petit à Ingersheim. Ici, 3 niveaux de maternelle suivent une scolarité en immersion à part égale entre langue régionale et allemand. En CP, ces enfants suivront les cours en allemand, puis à part égale entre français et allemand à partir du CE1. L'école est portée par l'association ABCM qui entend permettre l'enseignement bilingue en langue régionale. 3 langues en quelques années, rien de compliqué pour leur jeune cerveau, ce qui nous demanderait un travail acharné et pour les tout petits d'une facilité déconcertante. Alors ils sont tout petits, ce sont effectivement 2 nouvelles langues, la plupart ne les ont pas entendues. La façon dont nous instruisons les enfants en fait va être de façon naturelle.
comme à la maison, lorsqu'on apprend le français, avec tout le quotidien en fait que l'on apprend en français avec les enfants. Nous ici, tout le quotidien, on le fait en allemand ou en alsacien. Donc les activités, les plaisirs, les jeux, tout se fait donc en allemand et en alsacien. C'est justement là, j'ai envie de dire, vraiment la réussite pour ces enfants-là, parce que ça va être appris de façon naturelle. C'est vraiment une langue de communication. Et c'est pas comme nous, quand on a appris, à partir de la 6e, où là, on va être que dans la grammaire et dans l'orthographe. On va vraiment utiliser cette langue-là dans le quotidien. À partir des années 90, nombre d'associations locales œuvrent à développer l'enseignement bilingue. À ce moment, la pratique de l'alsacien est en net repli dans les jeunes générations, transformant de fait le Rhin en frontière linguistique. Aujourd'hui, ce sont 25 à 30 000 élèves en Alsace qui suivent un cursus bilingue français-allemand. Un enseignement qui connaît un véritable boom depuis une quinzaine d'années. Ça a été une croissance qui s'est accélérée au cours des 10 à 15 dernières années. Les débuts ont été bien sûr difficiles, c'était site par site, et puis maintenant je dirais qu'il y a une certaine habitude quand même d'ouvrir des classes bilingues. Aujourd'hui on se heurte plutôt à des problématiques de recrutement d'enseignants parce que voilà, le succès fait qu'il y a un besoin croissant et c'est ce côté-là qui aujourd'hui pose des difficultés. Depuis plusieurs décennies, les promoteurs de l'enseignement bilingue ont pu compter sur le soutien des départements alsaciens. Dans le Haut-Rhin, on mène depuis longtemps une politique volontariste en la matière. Ainsi, la question du bilinguisme s'est retrouvée au cœur du projet de collectivité européenne d'Alsace. Par exemple, le futur superdépartement alsacien souhaite pouvoir recruter ces enseignants qui manquent tant dans les classes. Donc l'idée est vraiment de dynamiser ces politiques d'apprentissage de la langue régionale dès la plus petite enfance, en fait, sur tout le parcours de l'élève. Voilà, pour que toutes les générations puissent effectivement baigner dans un nouvel environnement dialectal, dans un nouvel environnement de langue régionale. Contact, bonjour. Français ? Oui. Derrière cette question du bilinguisme, de nombreux enjeux culturels, d'identité régionale, mais aussi économique. Une langue en partage des deux côtés du Rhin, c'est des opportunités d'emploi et plus d'échanges entre les entreprises. C'est aussi pour l'Alsace la possibilité de s'inscrire dans un espace rhénan très dynamique. Le cœur de ce projet de collectivité européenne d'Alsace, la colonne vertébrale, c'est l'Europe. Eh bien, nous souhaitons aujourd'hui, à travers la stratégie OR comme Oberrhein, bien montrer que le bassin de vie, l'avenir de l'Alsace se situe dans ce bassin de vie qui est celui du Rhin supérieur. Mais parler la langue ne suffit pas, encore faut-il connaître son voisin. Pour rapprocher les deux rives du Rhin, on souhaite également favoriser les échanges culturels. L'association Altern propose ainsi aux jeunes Alsaciens d'effectuer leur stage de 3e en Allemagne. La culture en Allemagne est que c'est quand on est jeune qu'on se forme professionnellement et donc il y a une capacité d'accueil, une volonté d'accueil qui est très forte d'une part. D'autre part, notre idée, notre philosophie, c'est tout simplement de dire qu'à 14-15 ans, le fait d'être immergé pendant toute une semaine en autonomie dans un monde professionnel en Allemagne, d'être traité comme un autre salarié, d'avoir l'obligation de s'immerger linguistiquement et culturellement dans la vie quotidienne d'une entreprise, ça ne peut être que d'un très grand bénéfice pour ces jeunes. On y va. Europa erklärt von Jugendlichen für Jugendliche. Aujourd'hui, dans les locaux de Radio MNE à Mulhouse, des jeunes Français et Allemands enregistrent les jingles pour une émission qu'ils réaliseront ensemble au Parlement européen dans les prochaines semaines. Radio Sans Frontières, un projet qui entend rapprocher les ados de Fribourg et Mulhouse autour de thématiques communes. Depuis octobre, 3 groupes d'une dizaine de lycéens ont réalisé 5 émissions. L'Europe explose. On aimerait que ça soit encore plus et ça pourrait être plus intense comme échange. Là, ils se voient 3 fois avant de pouvoir faire une émission ensemble. Mais c'est déjà pas mal parce que ça permet d'utiliser la langue de l'autre dans un contexte qui n'est pas scolaire, de voir que c'est aussi une langue de communication. C'est une langue pour faire ensemble. L'allemand, ça peut servir pour faire des trucs sympas avec des jeunes de l'autre côté. On vient Radio Sans Frontières, on va le faire au Radio Sans Frontières. Le projet entend créer des passerelles entre les deux pays. À ce titre, il est soutenu par le programme Interreg.
Ces projets Interreg se déclinent sous la forme, dans le cadre de différents objectifs, et on en compte 12. Et parmi ces 12 thématiques qui ont été déclinées, on trouvera aussi bien de la recherche que du transport, que de l'emploi, la coopération entre les administrations, et puis, comme aujourd'hui, eh bien, la thématique qui concerne les citoyens. À partir de 2021, la collectivité européenne d'Alsace devrait disposer de compétences étendues dans les domaines de l'enseignement bilingue et du transfrontalier, autant d'outils qui, selon le souhait des élus des 2 départements, devraient permettre de porter plus loin de tels projets.